l'association citoyenne Nancy Sud, autrement dit Gilets jaunes Nancy Porte Sud, est ravie de vous accueillir et d'accueillir 3 intervenants qui vont chacun à leur façon nous parler de ce qu'ils savent, de ce qu'ils espèrent, de ce qu'ils ont expérimenté concernant la possibilité d'instaurer une véritable démocratie dans les communes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a très peu de possibilités constitutionnelles pour le peuple de s'exprimer, notamment par référendum. C'est possible dans des cas extrêmement restreints, mais qui ne sont jamais appliqués au niveau des communes. Mais, étant donné qu'il va y avoir bientôt des municipales, il est possible aussi que nous nous adressions à ceux qui vont se présenter pour leur suggérer un certain nombre de processus qui peuvent permettre justement une meilleure prise en compte de la parole du peuple dans les communes. Alors, nous avons Philippe Plane qui se présentera et qui vous expliquera un petit peu comment il va intervenir. Claude Kayser, qui est maire d'un village dans la Meuse, qui se présentera aussi et qui vous fera part un peu de son expérience. Et Jean-François Hollenbach, qui, je crois, souhaite se présenter. Je me présenterai comme les autres. Mais se présenter. Ah oui. Se présenter sur une liste à Fléville, voilà, et qui nous parlera aussi de son projet. Voilà, alors je ne sais pas qui veut commencer, mais... Hein Allez. J'ai plutôt envie de... Enfin, bon, je vais me présenter quand même. Donc, je suis élu à Vendôme. Je n'ai pas l'intention de me présenter aux prochaines municipales, je vous le dis tout de suite. Bon, pour des raisons personnelles, mais aussi parce que pour moi l'expérience est trop limitée. J'y suis entré avec une certaine idée de mon rôle. J'ai pu, de mon rôle d'élu, hein, j'ai pu l'appliquer en partie, je détaillerai après, mais à mon avis, les voies sont encore actuellement trop bloquées pour l'appliquer concrètement. Donc mon idée, c'était quoi ? C'était de faire participer les citoyens aux décisions qui concernent leur commune. Voilà. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que je préférerais que tu présentes ce qu'il en est dans ta commune, parce que comment dire, là c'est une expérience concrète et à mon avis, je pense que c'est un point de départ plus important. Moi, bonjour, bonsoir à tous. Claude Kayser, donc, je suis le maire d'une petite commune de la Meuse, Ménil-la-Horgne, c'est près de Commercy, le long de la RN4, entre Blois et Ligny-en-Barrois, pour ceux qui voyagent vers Paris de temps en temps. Donc on a un petit village de 190 habitants. Et voilà, on a mis en place, je vous raconterai ça, la démocratie directe dans le patelin. Et ça marche. Donc je vais vous raconter rapidement notre petite expérience. Jean-François Hollenbach, du coup, j'habite bien sûr la métropole du Grand Nancy. Et je vais me présenter, et j'ai un peu travaillé à mon modeste niveau sur la question de la démocratie directe. Et au fil de mes réflexions, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à faire, il y avait des freins. Et j'ai notamment travaillé sur l'idée du RIC. Comment le mettre en place dans une commune pour que ça marche vraiment en utilisant les outils qu'on a à notre disposition. Et aussi, j'ai réfléchi dans ce cadre-là à la participation des citoyens, une participation qui soit efficace et pas qui soit seulement vous donnez votre avis, mais sans plus. Voilà. Je vous présenterai aussi après ces choses-là. Je commence. Je sais pas, on peut peut-être commencer avec
Claude, qui va expliquer comment c'est parti. Puis monter d'un ton un petit peu, parce Voilà. que derrière... Et D'accord. il faut quand même signaler aussi que le secteur de Commercy a quand même été très très important dans les mouvements de contestation, comme le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est un petit foyer un peu particulier. Voilà. Oui, oui, puisqu'on est chez les Gilets jaunes ce soir, je peux commencer par ça. J'ai fait partie du mouvement des Gilets jaunes à Commercy en 2018. C'est pas si vieux. Et à Commercy, c'est de là qu'est parti le fameux mouvement de l'Assemblée des Assemblées. Donc peut-être tout le monde a entendu parler ou pas, je ne sais pas. Ah ouais, alors c'était l'idée que... en fait, plutôt que de pleurer, de supplier nos dirigeants de bien vouloir faire ceci ou cela, ou de se pencher vers le peuple, ou d'organiser tel ou tel RIC ou autre, on s'est dit que de toute façon, c'était une démarche vaine et qu'il valait mieux prendre nos affaires en main nous-mêmes. Et pour les prendre en main, il fallait changer le système. Et le système, c'était de s'organiser en assemblée citoyenne décisionnelle, ou décisionnaire, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas partir de la base. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné, comme beaucoup, en assemblée locale, déjà pour non pas organiser la vie locale, mais pour organiser déjà la stratégie et les actions des Gilets jaunes. Donc nous, à Commercy, on avait une assemblée chaque soir. Ça a duré des mois et des mois, où on était plusieurs dizaines. C'était vraiment génial. Il y avait, vous l'avez tous connu, un élan extraordinaire. Et puis, dans l'idée de quelques-uns, dont moi, on était un petit groupe, on s'est dit, mais ça, c'est le premier étage de la fusée, et il faut en mettre... Il faut le deuxième, quoi. Et le deuxième, qu'est-ce que ça peut être? C'est pour, justement, qu'il n'y ait pas de leader autoproclamé qui mette la main sur le mouvement. C'est de créer l'Assemblée des Assemblées, c'est-à-dire de faire venir... De réunir tous les gens qui fonctionnaient comme nous, et Dieu sait qu'il y en avait, pour prendre les décisions, donner une suite au mouvement, et puis constituer un véritable débouché politique à ce mouvement-là, parce qu'on n'en avait pas. Le seul débouché qu'on avait, c'était dehors Macron, pardon, mais c'était un peu court, quoi. Parce que des Macron, il y en a des dizaines qui attendent la place derrière. Donc à quoi bon le virer si ce n'était pas pour imaginer une autre façon de fonctionner? Et on a essayé de donner cet élan-là depuis Commercy. Donc il y a eu la première assemblée des assemblées, où il était venu je crois que c'était 70 groupes de toute la France. Et puis après, il y a eu une assemblée des assemblées dans divers endroits. La deuxième fois, c'était à Saint-Nazaire, il y a eu à Montpellier, un peu partout. Donc c'était toute une frange du mouvement des Gilets jaunes, qui a représenté à peu près un tiers du mouvement des Gilets jaunes, ce qui était le mouvement assembléiste. On a appelé ça le mouvement assembléiste, et ça, pour moi, c'était l'espoir. Bon, on a échoué bien sûr, mais on a quand même prouvé, enfin, donné au moins la possibilité de déboucher à ce mouvement. Et puis il y avait un deuxième débouché qui me paraissait logique, à moi et à d'autres, c'était de prendre les municipalités, parce que c'est le plus facile à prendre dans un premier temps. Alors, prendre les municipalités, pas pour y exercer le pouvoir, nous les Gilets jaunes ou n'importe qui d'ailleurs, mais pour le redonner aux gens. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des assemblées dans chaque commune, et que ce soit ces assemblées qui prennent les décisions, et les élus, s'il y en avait, nous par exemple, qu'on exécute et non pas qu'on dirige. C'était ça un petit peu l'idée d'inverser la hiérarchie dans la société, pour voir si ça pouvait fonctionner. Donc on s'est présenté à Commercy. Il y a d'ailleurs eu un film de fait qui s'appelle « Nous ne sommes rien, soyons tout », qui va passer à Commercy dans les jours prochains. Vous pouvez le retrouver sur Internet, où ça raconte un peu notre histoire et notre échec donc aux élections de Commercy, puisqu'on n'a fait que 10%. C'était déjà pas mal, parce que l'idée était tellement neuve. On proposait en fait aux gens de fonctionner en assemblée et de prendre des décisions eux-mêmes sans attendre que ça vienne des élus. Il y a quand même eu 10% des commerçants qui ont voté pour nous. Et bon, on a pris ça pour un échec, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même pas si mal, parce que tellement ça paraît farfelu
peut fonctionner comme ça. Puis il y a la mainmise des partis, la tradition, on vote pour la droite ou pour la gauche. Et puis voilà, les indépendants comme ça, qui veulent faire un petit peu des trucs originaux, bon ben, ils sont bien gentils, on les aime bien, mais on va quand même pas voter pour eux, c'est trop sérieux une élection, voyez-vous. Donc voilà, ça a été un peu la fin de ce qui s'est passé, mais moi ça m'a donné, moi je ne pouvais pas me présenter à Commercy parce que ben, j'y habite pas, j'habite un petit village. Et puis, coup de bol monumental, le maire de ma commune, Jean-Claude, qui est venu me trouver et en me disant, ben tiens, moi j'arrête, j'en ai ras-le-bol, est-ce que tu voudrais pas reprendre, parce que j'avais déjà été maire il y a 15-20 ans, et j'en étais sorti très insatisfait de la participation des gens, puis de la façon... Enfin, ça me plaisait pas, quoi. J'avais pas super aimé mon passage à la mairie. Et je lui dis, bah écoute Jean-Claude, moi je veux bien, mais je fais une assemblée citoyenne. Alors il me dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Une assemblée citoyenne, c'est quoi? Alors, je lui explique, je lui dis, bah voilà, les gens du village se réunissent, prennent les décisions pour tous les grands projets du village, pour toutes les choses importantes, et puis nous, les élus, que ça nous plaise ou non, on exécute. Je ne l'ai jamais vu tant rire de ma vie. Il était en face de moi, comme ça, et on buvait un verre, et il dit, oh là là, il me dit, je veux voir ça. Alors là, mais vas-y, oh là là, mon pauvre Claude, mais alors, tu t'as toujours pas compris que l'homme est mauvais, toi, t'as toujours pas compris, hein. Eh ben, tu vas le comprendre, je te donne pas 6 mois, allez, vas-y, je veux regarder ça. Ben, j'y suis allé. Et donc, effectivement, j'avais peur que Jean-Claude ait raison. Et j'ai trouvé, bon, on est 11 conseillers à Ménil-la-Horde, j'ai trouvé 10 colistiers. Enfin, j'ai fait une petite réunion chez moi avec une quinzaine de personnes. Je leur ai proposé l'idée. J'ai dit, voilà, c'est tout simple. On fonctionne comme ça, on réunit les gens, on voit un petit peu quelles idées ils ont pour le village. On les sélectionne, on les classe par ordre de désir des gens. Et puis nous, on met en musique, on exécute. Et puis, bah, des fois, ça ne va pas nous plaire, des fois, ça va nous plaire, et ben, on le fait quand même, c'est la démocratie. Puis les copains et copines ont dit, ben ouais, allez, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on risque? De toute façon, si ça ne marche pas, ben, on reviendra comme un conseil municipal normal, et puis c'est tout. Et c'est aussi simple que ça, c'est pas fait de nœuds dans la tête. Donc on a écrit aux habitants, ça, on leur a fait une petite lettre d'une page, en leur disant ça, ben voilà, on vous propose de fonctionner en assemblée. Et puis, pour tout ce qui est gestion courante, quand on achètera des photocopies ou qu'on change de photocopieur, on ne va pas réunir l'Assemblée, bien sûr, on fonctionnera comme un conseil municipal normal, avec sérieux et rigueur. Et puis, les planètes étaient tellement bien alignées qu'il n'y a eu qu'une liste, et du coup, on a été élus. C'était facile. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, notre expérience pouvait commencer. Alors voilà. On a tenu parole, on a lancé la première assemblée et il est venu 35 personnes. Donc 35 personnes, ça peut vous paraître peu, mais c'était, on n'est que 180 habitants, il y a à peu près 120 électeurs valides ou 120 personnes qui peuvent participer, qui auraient pu participer, donc c'était déjà... Nous, on avait dit, on est 11 au conseil municipal, si on double, s'il y a 22 personnes qui viennent aux assemblées, ça veut dire qu'il y a déjà 2 fois plus de gens qui vont participer à la vie du village. Ça serait déjà un succès. Ouais, peut-être 35, bon, c'est des curieux, hein, c'est normal. Donc on a déterminé, chacun a mis des idées sur des post-it, on a regardé, alors qu'est-ce qu'il y avait? La sécurité routière, c'était surtout ça, il y avait plein d'idées, les jeunes voulaient un city-stade, enfin il y avait plein de trucs, il y avait une centaine d'idées qui ont été mises par ces 35 personnes. Bon, on fait une deuxième assemblée dans 3 semaines, et là il est venu 42 personnes, parce que ça avait parlé. Et là, on a fait un règlement intérieur, savoir comment on allait fonctionner, la majorité, la minorité, j'en parlerai tout à l'heure dans les questions-réponses. Et puis c'était parti, et puis ça n'a pas arrêté. Voilà, depuis les gens y viennent, ça fait donc bientôt 6 ans que c'est comme ça, et à chaque fois, à chaque assemblée, je dis, il ne viendra plus personne, là, cette fois-ci, c'est terminé. Puis il y a toujours autant de monde, on est monté jusqu'à 80 personnes,
Il y a, sur les 120 électeurs, il y en a 107 qui ont participé au moins une fois à une assemblée. Ce qui signifie qu'il n'y a que 13 personnes sur tout le village qui ne sont jamais venues, qui sont hostiles à ce fonctionnement-là. Et pourquoi les gens viennent? Quand on leur pose la question, ils répondent, c'est parce que c'est nous qui décidons. On ne vient pas juste donner notre avis. On vient voter sur les décisions, on vient proposer des choses, on discute entre nous et la majorité tranche. Donc c'est pas du flanc, c'est pas juste de la démocratie cause toujours, ou ce qu'on appelle à toutes les sauces aujourd'hui le participatif. Participatif, tout le monde en fait. Hein. La droite, la gauche, le centre, l'extrême truc, l'extrême machin, tout le monde est pour le participatif. Mais participatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire venez dire ce que vous pensez des projets que nous avons, nous. Et après, ou alors vous pouvez donner quelques idées comme ça, ou alors un petit budget. Mais c'est quand même au final les élus qui décident. Nous, non. Nous, le conseil municipal, il entérine systématiquement les choix de l'Assemblée. Quelquefois, on fait la gueule, parce que ce n'est pas les idées qu'on avait défendues en tant qu'individu, on n'a pas été convaincus, mais c'est comme ça, c'est la démocratie. En tant qu'individu, on a une voix dans l'Assemblée, on défend notre point de vue, et au moins, on peut le défendre face à tout le monde, pas seulement aux gens qui sont d'accord avec nous. Ce qui fait qu'au niveau du militantisme, je sais qu'il y a pas mal de militants dans cette salle, c'est un espace privilégié pour parler de nos idées à quelqu'un d'autre que ceux qu'on voit d'habitude dans nos cercles habituels, quoi. C'est déjà le premier avantage de la chose, c'est qu'il y a un échange vraiment entre gens de toute sensibilité et qu'il y a un respect authentique et spontané, puisque les gens savent bien que de toute façon ils auront voix au chapitre et qu'à la fin c'est le plus grand nombre qui l'emportera. Donc il n'y a pas la crainte qu'un clan ou qu'un groupe ait la main mise sur la décision qui est prise. Alors, évidemment, c'est un petit village, mais enfin, c'est un petit village normal, quoi. Il n'y a pas de gens, vous voyez, quand on regarde le résultat des élections, ça vote RN à 60%, il y a à peu près la même représentation politique que partout ailleurs, il y a des clans, il y a des gens qui s'engueulent, mais ça marche. Ça veut donc dire que si ça marche chez nous, et c'est mon grand espoir, ça peut marcher partout ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'on ait un microclimat d'intelligence ou de générosité politique à Ménil-la-Horne. On est des gens tout à fait normaux, humbles et sans capacité particulière. Voilà, donc c'est juste pour la présentation. Je pose juste une question. Oui. Est-ce qu'on peut transposer ce qui se fait à l'échelle d'un petit village de 500 habitants à une ville de 4 millions d'habitants? Est-ce qu'on peut adopter la même démarche ou est-ce qu'il faut l'adapter en fonction? Est-ce que la démocratie, d'ailleurs, en gros, existe au-delà d'un certain nombre de personnes? Alors, je ne peux pas le garantir, on ne sait pas, parce que on est le premier village qui fonctionne comme ça. J'ai cherché en France d'autres villages en démocratie directe, je n'en ai trouvé aucun. Si vous en connaissez, je suis preneur. Mais... Attends, c'est Lutterbach avec Winterhalter qui avait fait ça pendant 25 ans. Démocratie directe? Où les gens intervenaient directement sur des peut-être projets, comment? Saillant, non. Ouais. Saillant, non. Je connais bien Saillant, c'est les copains en plus. Malheureusement, d'ailleurs, ça s'est arrêté parce que pour deux raisons. Première raison, finalement, c'était quand même le conseil municipal qui décidait. Donc c'était de la démocratie directe, mais dans certaines limites, quoi. Si la décision était anti-écolo ou je ne sais pas quoi, non, il ne fallait pas quand même exagérer, quoi. On est démocrate, mais à condition que les gens votent comme il faut, quoi. Non, la démocratie, c'est pas ça. Et puis, deuxièmement, il y avait aussi à Saillant, c'était, je crois que la deuxième erreur qui a été faite, sans faire offense aux copains, hein, vraiment, je les aime bien, c'est de dire, puisque vous décidez, vous devez aussi construire
co-construire les projets, les élaborer, créer des commissions de travail. Les projets doivent être faits par tous les habitants. Sauf que ça, c'est juste pas possible. Ce n'est pas possible, parce que les gens, la plupart des gens, ils ont leur vie, ils travaillent, ils ont des problèmes familiaux, et puis on est tous plus ou moins conditionnés par la société pour pas avoir de temps pour ces choses-là. Donc, épuiser les gens à venir, exécuter les projets qu'ils ont décidés, c'est voué à l'échec. On le voit bien, nous, c'est les assemblées, les gens adorent venir décider, ils adorent venir une fois par trimestre à une réunion de 2 heures, quoi. C'est tout. Et puis à regarder un peu les papiers qu'on leur donne entre. Mais entre ça, faut des gens payés, comme un maire. Moi, je suis payé 500 balles par mois pour aller chercher les subventions, pour monter les dossiers, pour les adjoints, les secrétaires. Les gens, ils n'ont pas envie de participer à tout ça. Pareil, s'il faut, l'idée est décidée, mais s'il faut aller chercher des devis différents, des 2, 3, 4 projets différents, je le fais, mais c'est représenté à l'Assemblée ensuite, mais il ne faut pas demander aux gens un investissement qui est hors de proportion avec les possibilités réelles, quoi. Moi, c'est ma passion, et puis je suis maire, je le fais avec bonheur, mais voilà la deuxième erreur qui a été faite. Alors, pour en revenir à la question, est-ce que c'est transposable? Bon, déjà, avant tout, il faut savoir qu'il y a pas loin de 20 000 communes de moins de 500 habitants en France. Donc ça fait déjà du monde. Si déjà tout ce monde-là passait en démocratie directe, ce serait déjà beau. Ensuite, pour les villes, on y a réfléchi. D'ailleurs, à Commercy, les copains, ils reprennent le flambeau. Et donc, notre idée, c'est que nous, petit village, on est dans une communauté de communes. Et quand on a une décision très importante à prendre, je ne sais pas, je vais prendre un exemple qui me vient comme ça, s'il faut faire une piscine, on ne va pas faire une piscine à Ménil-la-Horne pour 200 habitants. Donc ça se décide au niveau communautaire. On est membre d'une communauté de village. Et donc là, le président de la communauté de communes m'a accordé, moi, de faire un aller-retour avec mon assemblée chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre. C'est-à-dire que si moi je viens avec l'idée de mon assemblée, si j'entends à la communauté de communes une idée qui n'avait pas été émise dans mon assemblée de base, je dis je retourne, et je dis voilà les copains, j'ai entendu tel argument, on n'y avait pas pensé, qu'est-ce qu'on fait? On maintient notre position ou on la maintient pas? Et je retourne une deuxième fois avec le vote définitif de mon assemblée. Par exemple, est-ce qu'on est pour ou contre la piscine et dans quelles conditions? Voilà. Donc ce qui fonctionne avec une communauté de village, pourquoi que ça ne fonctionnerait pas avec une communauté de quartier? Pourquoi est-ce qu'un quartier ne deviendrait pas un village et la ville deviendrait la communauté de village en quelque sorte? C'est juste une idée, hein. Je ne sais pas si c'est faisable partout dans les mégalopoles et tout ça, mais en tout cas ça vaut le coup qu'on y réfléchisse collectivement puis qu'on fasse des essais peut-être. Alors, voilà. Oui. Oui, bonjour. Moi, franchement, je lorgne vers Ménil-la-Horne, parce que votre exemple est super bien. Franchement, l'Assemblée, ça fonctionne bien. Le conseil municipal intérim, c'est bien. Moi, j'avais juste une petite question à vous poser à ce sujet. Par rapport à la préfecture, ça va bien? Ils sont d'accord? Pour l'instant, ça va nickel. Ils sont même... ils nous encouragent même. Alors, je pense que c'est parce qu'on est tout seul, qu'on est un petit village, et que si on était une cinquantaine ou une centaine, le discours changerait un peu. Mais en tout cas, pour l'instant, tous les projets qu'on a, et je vous en parlerai, on en a des gros, ils sont aidés, encouragés, et le modèle démocratique qu'on met en avant, ils en parlent comme si c'était super. C'est un des trucs qui m'a le plus étonné. Je m'attendais à une grosse réticence de la part des pouvoirs publics et même des élus départementaux, régionaux et tout ça. Pas du tout. Miracle. Donc profitons, surfons sur cette vague de soutien qui ne durera sans doute pas aussi longtemps que les contributions. Oui, Sophie. Est-ce que ça fait tache d'huile? C'est-à-dire, est-ce que tu es au courant d'autres listes citoyennes qui se monteraient autour de toi ou même au-delà et qui sont dans le même état d'esprit? Ouais.
Ouais, il y a 4-5 villages autour de Ménil-la-Horne qui réfléchissent vraiment. Il y en a un c'est quasiment sûr que ça va se faire. Les 4 autres, ils sont en réflexion. Puis quand on élargit le cercle, il y a pas mal de gens qui nous contactent d'un peu partout en France. Et c'est plutôt, je ne sais pas si ça va marcher, parce que c'est plutôt des gens qui réfléchissent, comme nous tous ici, puis qui voudraient se présenter contre un maire autoritaire. Et moi, je leur dis à chaque fois, c'est compliqué, parce que si je m'étais présenté, moi, contre le maire, l'ancien maire, Jean-Claude, avec cette idée-là, aucune chance. Jamais ça aurait passé. Les gens auraient dit, c'est complètement farfelu, ton truc. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. 5 ans après, si Jean-Claude se présentait contre nous, il n'a plus aucune chance d'être élu. Les gens ont goûté à la démocratie véritable. Vraiment, ils ne veulent plus revenir en arrière, personne. Mais passer à cet acte-là contre un système classique dont on a l'habitude, c'est dur. Donc moi, je leur conseille plutôt d'essayer de s'associer avec les élus existants et de leur proposer, et d'y aller en douceur, quoi. De dire, voilà, je veux bien venir sur ta liste, mais il faudrait qu'il y ait au moins 1 ou 2 projets pendant le mandat pour lequel ce soit les habitants qui décident. Voilà, pour rentrer, mettre un petit peu le verre dans le fruit, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et là, ça peut peut-être fonctionner. Puis une fois que les gens, ils ont voté une fois, que c'est eux qui ont choisi une fois, une deuxième fois, pourquoi pas une troisième, pourquoi pas une quatrième, ainsi de suite. Après, il y a plein de villages où le maire ne se représente pas, en France. C'est ceux-là qu'il faut cibler, quoi. Et là, il va y avoir des petits... On a un documentaire qui est tourné, mais il ne sera pas prêt pour les élections. Mais il y a des petites vidéos YouTube qui vont être diffusées pour essayer de donner l'idée, simplement donner l'idée, parce qu'en fait, elle n'existe pas vraiment, cette idée-là. Je repense à ces communes, généralement assez petites, où les maires sont fatigués, sont là, sont apeurés parce qu'ils ont été menacés, et où on ne trouve apparemment plus personne qui veut se présenter. C'est peut-être cette faille qu'il faudrait peut-être exploiter pour présenter justement le rôle de maire comme étant un rôle d'insufflateur, pour insuffler la démocratie directe. Alors, il faudrait peut-être les recenser, ou je ne sais pas, pour leur proposer que dans leur futur programme électoral se situerait cette fameuse démocratie directe. Ouais, ce serait bien, surtout qu'avec l'argument suivant, merci, c'est que c'est un immense confort pour un élu, comment on fonctionne. C'est un confort absolu. Moi, jamais je me fais engueuler. C'est pas possible, puisque c'est les habitants qu'on choisit. Donc, quand quelqu'un m'engueule, je dis, au début, il y en avait. Va voir tes voisins, là. Il y en a 80% là, autour de chez toi qui ont voté pour ça, donc c'est pas moi qu'il faut engueuler. Mais en plus, il y avait des fois où je me rappelle, une fois, je me suis fait engueuler, je dis, mais moi, je n'étais pas d'accord avec cette décision. Alors, quoi? C'est pas la démocratie. Et la fois d'après, la personne là, elle était à l'Assemblée. Et voilà, et puis c'est tranquille, quoi, on n'est pas... je suis sûr, même sans l'histoire de se faire engueuler, monter un projet d'envergure, par exemple. On a un projet, par exemple, d'éolienne communale complètement fou, qui va nous coûter plusieurs millions d'euros. Une éolienne qui appartient à la commune, c'est-à-dire pas à des développeurs privés, mais qui soient à nous, vraiment, en propriété totale. Pas une éolienne citoyenne, une éolienne communale. Ça sera la 2e fois en France. Mais si j'avais été un maire normal, jamais de la vie j'aurais osé faire un truc pareil, quoi. Jamais. J'aurais eu peur que les gens le reprochent, ou peur qu'ils nous prennent le conseil municipal pour fou. Là, c'est l'ensemble de la population qui, après réflexion, débat, échange, a décidé qu'on y allait. Et ben, on y va. Et puis si on fait la connerie, on la fait ensemble.
Elle sera très pédagogique, contrairement à une connerie faite tout seul. La question de savoir pourquoi ces communautés ne parviennent-elles pas à résister à des injonctions qui viennent d'en haut, et qui, alors que cette communauté, elle a été élue, ce sont des élus, ce sont des gens du peuple, alors que les gens du haut, qui font descendre les informations ou les directives, sont des gens nommés. Je pense au préfet, je pense même, pourquoi pas, aux ministres, qui ne sont pas des gens élus. Donc ces gens non élus sont capables d'aller imposer des choses au peuple et aux citoyens qui sont élus. Ça me paraît bizarre. C'est une réalité. Un préfet, il vérifie d'appliquer la loi et que les choses se passent bien. Il ne mène aucune politique. Mais à part celle du gouvernement. Mais c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire. Oui, mais il n'est pas élu. Je ne sais pas si tu vois les choses différemment, mais... Il dépend du ministre. Hein. Oui, puis ça reste un Il est fonctionnaire. Oui, par le ministre qui est lui-même nommé. Ouais, il vérifie que nous, à la base, on ne va pas contre la politique, contre la loi décidée par des gens qui n'ont pas forcément été élus non plus, c'est vrai. Et on vit dans un tel système, ouais. Il pourra changer, à mon avis, que par la base. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Alors, bravo pour la dynamique. Alors, une petite remarque et puis une question. Bon, on sait que l'espèce humaine, enfin l'être humain est une aporie, donc c'est un concept de philosophie. L'aporie, c'est-à-dire que l'être humain est un paradoxe, une impasse, des contradictions, etc. Donc on est là-dedans, donc c'est pas pour ça que c'est pas facile de gérer l'humanité. Ma question, c'est comment ça se fait que des gens qui donc soutiennent ce projet, le vôtre là, arrive à voter RN à 60% après au niveau national, quoi, en gros, c'est ça, si j'ai bien compris. Oui. Ouais. Et qui ne votent pas plutôt voilà, là où il y a un peu plus d'humanité, de gestion collective, enfin de projets collectifs, style écolo, ou à gauche, enfin quelle que soit la gauche, quoi. Enfin voilà, quoi. C'est quand même, on est dans la porie là, nous, quoi. C'est le paradoxe, quoi. Je sais pas, le RN n'apparaît pas forcément comme un parti autoritaire. Il prône la démocratie, il prône des référendums. Semblant de démocratie. Oui, c'est la leur, mais les gens ne font pas le rapport pour l'instant. Moi, on ne parle pas de ça dans les assemblées, on ne parle pas de politique générale et autres. On parle de projets locaux et parfois on est surpris par les votes. Par exemple, tout le monde, quand il y a eu une dame, il y a eu des tentatives de cambriolage et il y a une personne qui a dit moi je voudrais que... Et on a une boîte à idées dans le village, il y a tout le temps plein d'idées dans la boîte. Et là l'idée c'était mettre des caméras partout. Alors voilà, assemblée citoyenne. Bon, moi j'avais déjà préparé les bons de commande. J'étais sûr qu'avec 60% de RN et puis tout le monde, c'est bon quoi. Et à l'Assemblée, on était sur là 45 personnes, 40 contre les caméras, 5 pour. Pourquoi ? Au départ, tous ceux qui sont arrivés à l'Assemblée étaient pour les caméras, à part moi et 2-3 autres. Quoi. Et la magie du débat, du dialogue dans le respect, c'était pas les sales gauchos qu'on n'a rien à foutre de la sécurité et qui laissent les délinquants tout faire contre les infâmes droitards qui veulent mettre tout le monde en prison et tout fliquer. C'était des gens qui discutaient de leurs intérêts. C'est complètement différent. Et là, ça change. Donc, c'est quoi notre intérêt ? Combien ça coûte, les caméras ? Ouais, 30 000 € quand même. Ah oui, et comme on peut avoir de subventions là-dessus, pas grand-chose, peut-être la moitié. Ah oui, quand même, 15 000. Bon, et puis, est-ce que c'est efficace ? Tu t'es renseigné ? Oui, je suis allé dans les villages voisins où ils en ont. Voilà, et les gendarmes, ils n'ont pas résolu grand-chose parce que les malfaiteurs, ils mettent des cagoules, ils changent leur plaque d'immatriculation. Donc au final, l'efficacité est douteuse. Les gendarmes sont quand même pour, ils nous y incitent. Et puis voilà, donc ça fait réfléchir. Ça, puis il y a une dame qui dit et qui est-ce qui va avoir les vidéos là ?
Ben, c'est le maire, un adjoint dédié à ça, et la gendarmerie. Elle dit, ben, moi, si je rentre avec mon amant à 4 heures du matin, j'ai pas envie que le maire il me voit. Ah oui, tout le monde rigole, puis il y en a un qui dit, ouais, puis vous vous rappelez, quand il y avait le Covid, eh ben, on allait boire l'apéro les uns chez les autres, on passait par derrière pour aller au resto, ben, s'il y avait eu les caméras, on serait tapé les 135 €. Hop, l'affaire était pliée. Voilà un exemple de la magie du débat respectueux. On n'est pas... Moi, je suis un anti-RN viscéral depuis toujours. Aujourd'hui, je suis ami, je dis bien ami, avec des gens qui votent RN, et on va les uns chez les autres, et on s'aime. On s'est découvert. Jamais j'aurais pensé ça. C'est grâce à l'Assemblée citoyenne. Je crois que ce qui rassemble les gens, le travail ensemble. Je suis dans un petit village aussi, à Capi, dans la Somme, où 90% des gens votent RN. Il n'empêche que je ne peux pas m'empêcher d'avoir comme copains des gens qui votent RN, etc. Parce que sur le plan humain, on se retrouve. Et ces gens-là sont pleins de contradictions, comme nous on l'est d'ailleurs, entre parenthèses. Mais à partir du moment, par exemple, on organise des fêtes, etc., petit village, 500 habitants. Mais c'est le fait de faire des choses en commun qui soude les gens. Et donc les idées, effectivement, de faire des décisions qui se prennent en commun, c'est ce qui... Bon, on a, ceci dit, on a 13 caméras vidéo quand même, parce qu'on n'a pas le même système. Mais bon, c'est vrai que s'il y avait eu une assemblée d'habitants, etc., on ne les aurait pas, les caméras vidéo. Pas sûr, ça aurait pu... On a plus de caméras vidéo qu'à Londres, par habitant. C'est pas mal. Une maxime qui dit « Ce n'est pas parce que tu es d'accord avec moi que tu es mon ami, ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi que tu es mon ennemi. Seule la cible compte. » Et je pense que dans cette salle, on connaît tous la cible, c'est l'oligarchie mondiale. Il ne faut pas se tromper de cible. On peut tous aller attaquer la cible ensemble, séparément, mais il ne faut pas attaquer la cible et pas s'attaquer entre nous. Ça rejoint un peu les RN et pas RN. Bon, moi, je ne suis pas RN, je suis partisan. Hein, je suis un anarchiste, hein, ni de gauche ni de droite, je suis un anarchiste tout court, hein, et un fils de résistant. C'est bien. Voilà. Peut-être passer. Allez. Bon, je vais prendre la parole parce que moi, ça va être beaucoup plus court, puisqu'en fait, il n'y a pas de démocratie directe dans la ville où je suis. Mon idée, c'était effectivement que les élus, et donc, enfin en particulier pour moi-même, portent au conseil municipal des décisions qui sont prises par les habitants. Mais j'ai commencé quand je suis arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, c'est de réunir l'Assemblée pour demander qu'est-ce que vous voulez comme politique de mobilité dans votre ville. Bon, et il y a un phénomène qui se produit quand vous faites une réunion comme celle-là. On appelle le phénomène TLM. Vous connaissez peut-être ce signe, ça veut dire toujours les mêmes. Vous avez quoi? Vous avez une majorité d'hommes, les catégories sociales les plus favorisées, en gros, voilà, c'est les gens qui se sentent permettre d'avoir un avis, qui ont effectivement de la disponibilité, enfin, des choses comme ça. C'est plutôt d'ailleurs des gens retraités, enfin, etc. Bon, mais leur avis n'était pas mauvais. Hein, je me souviens que cette première réunion, l'avis très majoritaire, avec lequel j'étais d'accord, c'était à Vendôme, on en a ras-le-bol des bagnoles qui se gardent n'importe où. Hein. C'était vraiment le truc massif. Hein. Et c'est ce que moi j'ai rapporté au conseil municipal. Bon, en plus, j'ai fait une enquête. J'avais pas les moyens de faire une enquête exhaustive effectivement dans la population, mais sur la politique des mobilités, puisque c'était ma délégation, je l'ai fait par un questionnaire en ligne.
Bon, il y a eu un certain nombre de réponses, mais notamment, il y avait celle-là qui revenait tout le temps. On en a marre du stationnement sauvage, etc. Bon, et je l'ai rapporté aussi. Mais on m'a dit, oui, mais ton truc, il n'est pas représentatif, voilà, etc. Donc, mais quand même, j'ai réussi à faire appliquer ça sur une toute petite partie du territoire qui est le boulevard de l'Europe, où on a pris quelques mesures, mais très, très limitées, hein, quand même. Voilà, donc je ne dis pas que je n'ai pas été écouté, j'ai pu porter la voix des citoyens quand même, mais de façon très très limitée. Une autre forme de démocratie qui me paraît importante aussi, c'est de pouvoir discuter avec les techniciens. Et dès le début du mandat, par exemple, j'avais discuté avec un technicien à propos de ce qu'on appelait à l'époque les coronapistes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, il y avait un projet de coronapistes, c'est-à-dire on disait on va faire des pistes cyclables expérimentales, un petit peu comme ça au choix, pour voir ce que ça peut donner, puis celles qui marchent, on pourra les garder. Bon, celle qui était prévue à Vendôme était d'une absurdité totale. Et j'ai discuté avec un technicien de la métropole, en l'occurrence, et je lui ai dit, bah oui, vous avez raison, ça ne tient pas debout, on va discuter, si vous voulez, tous les deux. Mais le lendemain, je me suis fait rappeler à l'ordre. J'étais convoqué dans le bureau du premier adjoint, et qui m'a dit, mais Philippe, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de discuter avec les techniciens. Donc on va conserver ce projet, et tu es obligé de signer ça. Donc et voilà ce qui s'est passé. Donc en fait, voilà, ça aussi une autre forme de démocratie qui devait arriver, mais qui, en l'occurrence, n'était pas du tout appliquée. Quelques semaines. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de faire aussi? Je me suis dit, bon, les assemblées citoyennes... Alors, il y a les conseils de quartier, les comités de quartier qui existent. Alors, c'est très bien les comités de quartier, je suis complètement pour. On parlait de ça tout à l'heure. Mais le problème, c'est que la discussion qui a lieu dans le comité de quartier, elle ne porte que sur le quartier lui-même. Donc, c'est quand même extrêmement limité. Bon, je caricature un peu, mais on va discuter du ramassage des crottes de chiens ou de petites choses comme ça, mais on ne discute pas de choses vraiment essentielles qui vont concerner toute la ville. Et jamais dans les comités de quartier ou les conseils de quartier, on ne discute d'une politique globale de la ville. Parce que ça pourrait remettre en question des choses. Donc c'est très limité également. Bon, et là aussi, vous trouvez là aussi des gens qui sont des habitués du débat, des gens qui sont, comme on dit, TLM, toujours les mêmes, c'est-à-dire des gens qui sont des catégories sociales les plus favorisées, souvent des retraités, souvent des hommes blancs. C'est ce que vous trouvez au maximum pour ce genre d'assemblée. Donc c'est aussi une expérience qui est très limitée. Cela dit, je ne la renie pas, il faut le faire, mais à mon avis, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Parce que Claude, à mon avis, est beaucoup plus intéressant. Donc, d'autre part, je me suis dit aussi, il y a aussi des gens qui sont organisés dans la population, et notamment les associations. Et moi, quand on m'a demandé quelquefois de prendre des décisions sur la façon dont on allait aménager tel endroit, ça parlait beaucoup de voirie, puisque je m'occupais de mobilité active, je me suis adressé aux associations. Et puis je leur ai dit, une en particulier, parce que bon, il n'y en a pas 36 000 qui s'occupent de ça. Je leur ai dit, voilà le projet, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je me suis fait engueuler pour ça, pour avoir fait ça. Mais Philippe, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu continues, on te confiera plus aucun dossier.
Parce qu'il fallait faire comment alors? Il fallait passer par toute la chaîne hiérarchique oui, bah oui, il fallait que moi je décide tout seul, mais sans savoir ce que voulaient les gens intéressés. Et puis que, après, bon, bah oui, ça passe par effectivement la chaîne hiérarchique, puisqu'on est dans un cadre en fait, où il y a une intercommunalité qui est très importante, qui est la métropole. Donc c'est surtout là que ça se passe au niveau des décisions. Mais donc voilà la difficulté que j'ai eue. Ceci dit, les choses ont évolué. Parce que bon, j'ai continué à le faire quand même. Il faut dire que ça me soit interdit. Mais progressivement, les responsables de la mairie ont fini par accepter quand même que les associations puissent être consultées par rapport à des projets, et même à ce qu'elles viennent en mairie expliquer leur point de vue. Donc les choses ont évolué favorablement. Donc voilà, tout n'est pas perdu, je dirais, mais on voit que ces expériences-là sont quand même très limitées. Et voilà, bon, c'est à peu près tout. Alors, il existe, tu les as cités au début, bien sûr, le fameux, budget participatif. Hein. Mais c'est pareil, vous pouvez, effectivement, les gens on leur propose d'imaginer des actions. Il y a un budget pour ça, donc c'est ouvert. Et puis après, il y a un vote qui est organisé par rapport à ce qui va être décidé. Mais le périmètre quand même de ce budget, il est très limité. Il est bien évident que ça ne peut pas concerner une organisation générale de la ville. Ça va concerner un petit truc dans un quartier. Voilà quoi. Donc c'est quand même très très limité. Donc cette expérience que j'ai, de la démocratie directe, je dirais non, il n'y en a pas ici pour l'instant, mais personnellement, c'est ce que je souhaite. Alors, quelle forme ça pourrait prendre, on peut en discuter ce soir. Hein, mais effectivement, il se pourrait qu'il y ait, parce qu'on est ici dans une relativement grande ville quand même, on ne peut pas avoir des assemblées de tous les habitants. Effectivement, il pourrait y avoir des réunions qui se fassent quartier par quartier, mais qui ne décident pas seulement de ce qui se passe dans le quartier, mais qui va se décider pour toute la ville. Et puis, il peut y avoir ce principe des assemblées, hein, qui a été expérimenté par les Gilets jaunes, moi, que j'ai trouvé formidable, parce que, effectivement, chaque assemblée locale délègue avec un mandat impératif au niveau d'une assemblée d'une ampleur supérieure, et qui, pareil, va pouvoir prendre des décisions avec un mandat impératif pour les élus, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Hein. Donc, tout est à imaginer. Mais voilà, moi je serais partant. Alors bien que je précise bien que je ne me présenterai pas, mais je soutiendrai dans une campagne toute liste qui partirait de ce principe. Oui. Je prends note de votre expérience avant d'arriver Nancy. En fait, moi aussi, j'ai participé à des ateliers de vie de quartier à Nancy pendant des années. Et ce que vous dites est totalement vrai. C'est vrai qu'on a des beaux parleurs qui sont là. On essaie de refaire le monde du quartier. Mais bon, comme ces voies consultatives, c'est loin d'être souvent pris en compte par le conseil municipal. J'ai quand même réussi une fois à faire limiter la vitesse à 30 à l'heure dans une petite rue, c'est la rue Jacquard en vieille ville de Nancy, que situant à la rue de la Monnaie et la rue Saint-Michel. Les éboueurs, ils passaient à une vitesse, des fois j'avais peur de me faire écraser. Et puis en plus, les trottoirs, il n'y a pas de trottoirs qui sont plus hauts que la chaussée. Ils sont au même niveau, vous avez l'air de la connaître, cette rue. Oui, je vois ce que c'est, cette rue. Et c'était dangereux. J'ai râlé, et en fait, ça marchait parce qu'il y avait un candidat aux élections cantonales de 2011 qui faisait campagne, et il s'est dit, tiens, c'était lui qui était l'animateur de l'atelier de vie de quartier. Donc, ça a passé.
peu de temps avant de retrouver Tran, je me suis dit, bah tiens, quand il y a des élections qui approchent, on peut avoir le point, mais c'est pas toujours le cas. Merci. Alors, je vais tout de suite répondre à ça, parce que je vais vous donner un autre exemple aussi. Par exemple, dans le village, puisqu'on parle là un peu de circulation, de vitesse, etc., dans le village étouffe. De Vendôme. Oui, le village de Vendôme étouffe sous les bagnoles qui le traversent. Il y a des taux de pollution qui sont au top niveau par rapport à l'ensemble de l'agglomération. C'est vraiment les taux de pollution les plus importants. Les enfants ont du mal à aller à l'école parce que il faut traverser un peu de voitures qui passent quelquefois rapidement. Les trottoirs sont squattés par les voitures. Enfin, c'est réellement une situation très dure. Et en fait, 4 fois, il y a eu une consultation des habitants là-dessus. Pas seulement dans ce mandat-ci, mais aussi dans les mandats précédents. 4 fois, les gens ont été consultés. À chaque fois, ils ont donné un avis et jamais leur avis n'a été pris en compte. Donc, notamment, il a été proposé, par exemple, c'était majoritaire, de dire que la montée était interdite, sauf aux riverains. Ça n'a jamais été appliqué. Voilà, enfin, c'est un exemple. C'est appliqué, là. C'est appliqué parce qu'on est passé récemment. Alors là, c'est fait maintenant. Oui. Ouais. Ah bon, c'est bien, mais pendant tout le mandat jusque-là. Alors, c'est vrai qu'il y a eu d'autres expériences qui ont été faites, un trottoir traversant, changer le régime des feux, enfin, etc. Bon, alors maintenant, ça y est. Oui, c'est bien. Mais voilà, il a fallu du temps quand même, puisque ça fait longtemps. Donc, déjà, au début du mandat, c'était proposé. C'est bien, je vois que ça peut fonctionner à la longue quand même, mais pas négatif. Je vais dans ton sens. Lorsque j'étais conseillère municipale dans ma commune, au tout début du mandat, j'ai proposé que les conseillers municipaux aillent justement à la rencontre des citoyens sur des thématiques, non pas par des quartiers, mais sur des thématiques concernant toute la commune. Et on m'a dit, il est hors de question de faire ça. Et de toute façon, si tu fais des choses comme ça, je t'enlèverai tous tes dossiers. Exactement la même chose. C'est une espèce d'autoritarisme complètement stupide et stérile, parce que je suis bien certaine aussi que ça aurait apporté une richesse dans les propositions et que, d'une certaine façon, ça aurait pu aussi décharger d'une partie du travail les élus. Parce que, effectivement, les habitants, les citoyens auraient pu se pencher sur le problème et faire des recherches eux-mêmes. Donc j'ai du mal à comprendre l'objectif final, si ce n'est juste d'asseoir une espèce d'autoritarisme vain. Et sinon, par rapport à ce fonctionnement par assemblée, avec des allers-retours justement, des mandats impératifs, etc., avec un petit groupe, on a pondu une constitution provisoire de transition dans laquelle, au niveau national, on trouve comment fonctionner de cette façon-là. Et c'est faisable, hein. C'est faisable parce que ça part effectivement d'assemblées par bassin de vie et par des allers-retours dans les discussions avec les représentants. Et surtout, les représentants sont toujours en binôme. Un qui a été désigné par ses concitoyens pour n'importe quelle fonction, et un qui a été tiré au sort. Ce qui évite aussi beaucoup de corruption, et ce qui permet aussi d'avoir des citoyens qui jusqu'à présent ne se sentaient peut-être pas légitimes pour prendre une responsabilité, et qui vont apprendre à le faire, et qui vont certainement se découvrir des talents cachés. Alors, il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire que si vraiment une personne est tirée au sort et dit non, je ne veux absolument pas le faire, et qu'il a des bonnes raisons pour ne pas le faire, bon, on ne va pas lui mettre le couteau sous la gorge, mais c'est intéressant, et que ce soit pour des rôles de conseillers départementaux, pour des rôles de députés, etc., il y aurait toujours ces binômes-là. Et puis, pour toutes les institutions, des contrôles citoyens par des
par des sortes de colloques citoyens à mandat tournant pour éviter là aussi de la corruption. Mais tout ça, ça peut fonctionner, je vous assure que ça peut fonctionner. Ça paraît étonnant quand on ne l'a jamais vécu. Il suffit de faire un peu preuve d'imagination, de pragmatisme, un peu d'expérience aussi, peut-être pour voir ce qui risque de rater ou de réussir. Et c'est possible de le faire à une échelle plus importante qu'une commune. Mais avec quand même la problématique à l'heure actuelle, justement, de la mainmise des partis qui ne veulent pas lâcher leur os à ronger. Voilà. Et on retrouve toujours cette question de sectarisme versus une population qui s'entend bien pour discuter, quelles que soient les opinions de départ. Et alors, le principe du tirage au sort, il est à mon avis à creuser. Ici, vous pouvez avoir accès à ce document très facilement. Fréquence commune. Voilà. Ce document, il est en ligne. Donc, je l'ai imprimé pour le lire plus facilement. Mais vous trouvez une quantité d'expériences. En pratique, il y a eu, je crois, 260 listes citoyennes aux précédentes élections municipales. Et il y en a eu une soixantaine qui sont passées. Et elles mettent en place, effectivement, des expériences de tirage au sort pour prendre des décisions pour leur village. Hein. Donc, c'est intéressant parce que ça permet d'éviter une sélection sociale, effectivement. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher dans tous les quartiers, y compris dans les quartiers ouvriers, donc. Et en fait, je peux vous dire que les élus dans ces villes-là se sont donné du mal parce qu'ils ont été ils ont fait ce tirage au sort et ils ont été vraiment faire du porte-à-porte pour aller dire est-ce que vous voulez bien venir pour discuter pendant ce prochain mandat, est-ce que vous voulez bien faire partie non pas du conseil municipal parce que ça ce serait pas légal, mais des citoyens qui vont discuter des décisions de la mairie. Et donc c'est quelque chose qui a vraiment été appliqué avec une partie qui sont aussi volontaires, hein, bien sûr, mais c'est une idée qui est appliquée et qui fonctionne. Et ça se retrouve dans le mouvement de la décroissance, hein, ce que vous dites. Hein. Ce qui a été dit par Sophie Norton et vous, c'est ça, hein, c'est ce qu'on propose hein, en termes de citoyens. Ouais. Une question. Moi, je vais parler du point de vue que j'ai eu parce qu'on a travaillé ensemble, Philippe. Parce que quand tu parles d'une association, c'est l'association aussi, je pense, Eden, en tout cas, dont tu parlais. Je suis aussi membre de l'association depuis fort longtemps. Et je peux attester déjà que ce que tu as dit, je trouve que tu l'as appliqué avec une certaine pugnacité, même si on t'a mis des bâtons dans les roues, même si on a essayé de te corseter, quoi. Tu t'es pas laissé faire et quand tu jugeais important de le faire, tu nous as quand même sollicité et nous, dans l'association, on a discuté. Si c'était rapide, pas forcément dans le lieu des réunions qui prennent du temps, mais on essaie de te répondre. Et tout ce que tu as décrit, je le partage, parce qu'effectivement, il y a de nombreuses absurdités. Je partage aussi le fait qu'une fois, on a eu un rendez-vous en mairie, enfin, sur un projet de rénovation dans lequel on disait là vous pourrez faire autrement, sinon il y a le respect de la loi aussi parce que c'est sur les mobilités et que quand on réaménage une rue normalement doit être prévu un aménagement cyclable. Donc on a été reçu, on a fait preuve d'une autre perception de la façon dont on peut aménager la ville, mais en disant très clairement il ne faut pas que ça s'impose par le haut, il faut qu'il y ait aussi une discussion avec tous ceux qui sont concernés, les habitants bien sûr. Il y avait des écoles, des instituts, des différentes organisations qui sont dans le quartier et ceux qui passent par là. Donc essayons la bonne chose à faire serait de lancer un processus consultatif, quoi, pas même délibératif, hein, comme ce qui est présenté dans l'objet de cette réunion. Bon, ça n'a pas été entendu, évidemment. Il y a une décision qui s'est imposée qui serait perçue selon les élus qui ont décidé comme étant la moins, celle qui brusquerait le moins de gens,
et qui seraient favorables électoralement parce qu'ils imaginent que les gens ils ne veulent pas se passer de leur voiture. Ils disent les gens ils circulent en voiture, ils en ont besoin et de toute façon ils sont réfractaires, ils sont limite, ils les considèrent comme des gens assez bêtes en fait. Cela dit, c'est pas évident, comme tu l'as dit Claude, parce que quelquefois on peut se retrouver avec ses propres convictions en contradiction avec ce que les gens vont demander. Et par exemple, un des sujets qui me préoccupait, c'est les abords d'école. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de parents, c'est pas du tout la majorité, mais il y a un certain nombre de parents qui amènent leurs gosses à l'école en voiture, qui déposent. Donc, vous allez voir dans les écoles, c'est encore comme ça, bien souvent, on a aux heures d'entrée et de sortie d'école, plein de bagnoles qui viennent se garer n'importe où, n'importe comment sur les trottoirs, quelquefois avec des moteurs qui tournent, et qui déposent les enfants, ou bien qui les reprennent à la sortie, donc qui attendent que les enfants sortent. Et ça crée de la pollution, bien sûr, pour les enfants. Ça crée une certaine dangerosité, parce que les enfants peuvent se faire écraser dans ce contexte. Et puis surtout, au niveau de la santé des enfants, ça diminue leur capacité d'autonomie, ça diminue leur mobilité, et on se retrouve avec une génération, et c'est malheureusement le cas, c'est un problème de santé publique, c'est qu'on a une génération d'enfants qui ont une capacité physique qui est très nettement diminuée par rapport à la génération précédente. Parce que c'est les enfants de la belle. Bon. Donc, partant de ces constats, on a essayé d'interroger les gens. On a vu qu'une grande majorité amène des enfants à pied, quelquefois à vélo, et en sont contents. Mais il y a une minorité qui perturbe tout ça. Et en fait, on a interrogé les gens de façon relativement directe. Alors au niveau d'une école, on l'a fait par l'intermédiaire des parents d'élèves, mais moi je n'y étais pas puisque je n'étais pas autorisé à rentrer dans l'école. Donc c'est par l'intermédiaire des délégués aux écoles. Une autre fois, directement à la sortie de l'école, on a été interroger les gens. Et ce qu'on a vu, c'est que la majorité des demandes qui sont faites, la plus grande partie, c'est on veut des places de parking pour pouvoir se garer à côté de l'école. Donc ça ne correspond pas à... Alors on l'a fait quand même, je peux vous dire que ça a été appliqué, il y a eu des places des déposes minutes qui ont été faites à proximité d'une de ces deux écoles qui ont été explorées. Pour l'autre, on ne peut pas répondre à cette demande parce que physiquement, il n'y a pas la place pour le faire. Donc, c'est absolument impossible. Il faudrait faire un parking en silo avec... je ne sais même pas à quel endroit on pourrait le faire. Donc, c'est physiquement impossible. Mais c'est quand même la demande majoritaire qui est ressortie. Donc, voilà, il y a ce risque, effectivement. Et tu disais, quelquefois, tu appliques des décisions avec lesquelles, finalement, tu ne serais pas forcément d'accord. Mais je pense que c'est une expérience à tenter quand même, effectivement. Je peux répondre aussi ? Oui. Je vais juste faire une remarque par rapport à l'intervention de Sophie et d'Adrien sur le terme des électeurs un peu bêtes sur la représentation. Je pense qu'il y a 20 ans, quand j'avais pas le droit de vote, il y a eu un référendum en France qui était le référendum de 2005. Et c'est assez intéressant parce que j'ai travaillé un peu cette question-là du référendum de façon générale. Et il y a eu l'idée que ce référendum, on avait voté contre Chirac, on votait contre une personne. On ne répondait pas à la question, on votait contre une personne. Alors que quand on regarde, je me suis vraiment intéressé un peu à ce sujet-là, et quand on regarde des spécialistes de la question, qui ont étudié à travers les sondages et des enquêtes sociologiques, ils ont montré que oui, il y a des gens qui ont voté peut-être à la marge contre une personne et pas pour la question, mais que plus les gens s'intéressaient à la question, plus le vote se cristallisait et votaient pour ça. Et je m'étais amusé à regarder sur le site de l'IFOP la popularité de Chirac. Pendant tout le référendum, elle n'avait pas bougé, sauf le jour du référendum, il était aux alentours d'avis favorable complet, ils n'étaient pas.
ça reste à peu près la même chose. Et puis après le référendum, il descend complètement. C'est étonnant, quoi, ce truc. Mais il y a cette idée tenace qui est, oui, mais de toute façon, les gens ne vont pas répondre à la question. Ils vont voter contre une personne. Et en travaillant un peu, moi, sur la thématique que je présenterai après du référendum local, dans les enquêtes sociologiques dedans, pourquoi vous ne voulez pas consulter, on demande aux élus, pourquoi vous ne voulez pas consulter vos citoyens? C'est je sais mieux ce qu'ils pensent, je sais ce qu'ils pensent, et puis ils sont pas forcément capables. Et je pense qu'il y a un problème de maturité démocratique, mais un peu collective, parce que cette idée-là, elle n'est pas présente que chez les élus, elle est aussi présente chez les gens. Et de savoir que, Claude, il pourra le voir dans les faits, c'est qu'on ne vote pas pour des personnes, mais on vote pour un sujet. Et quand les gens s'intéressent à un sujet, si on pose une question de référendum, comme ça a été le cas en 2005, comme ça a été le cas avant, l'idée qu'on puisse voter pour un sujet et pas pour des personnes, c'est quelque chose qui est totalement absent de l'imaginaire démocratique français, j'ai l'impression. Parce que si on prend le cas de la Suisse, c'est un pays qui est fait pour... On le cite en exemple, mais c'est un pays qui est fait pour pas s'entendre. Il y a 3 langues différentes, il y a des religions, du point de vue linguistique, religieux, et puis des cultures, ils ne s'entendent pas du tout. Les Suisses allemands détestent les Suisses français. Et je dis pas parce que j'ai des origines suisses-allemandes et puis que je parle très bien français. Mais je vois très bien les choses. Et ils ont décidé que pour s'entendre, ils allaient trancher des questions et pas des affaires de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable et qu'on n'arrive pas à y penser là, parce que quand on crée de l'intelligence collective, que les gens se mettent autour d'une table, même s'ils n'ont pas les mêmes avis, ils arrivent à créer des choses, quoi. Et c'est juste sur ce point-là que je voulais un peu intervenir. Et l'exemple de 2005, on est un très bon exemple, parce qu'on en a fêté un peu les 20 ans. Et il y a encore cette idée que si on a voté contre une personne, et pas contre... Il y a eu énormément de débats contradictoires qui ont été organisés. Oui, c'est ça, et les avis se sont... Il y a des mouvements internes notamment qui a dit... Des villes comme Abbeville, par exemple, qui est une ville quand même moyenne, il y avait quasiment des débats tous les soirs. Je veux dire, il y avait une effervescence extraordinaire. C'est formidable. Mais il y a eu un battage, parce que c'est que, bon, dans ce cas-là, on ne va pas refaire le match, mais il y avait quand même un camp du oui qui était médiatiquement majoritaire, et cette idée-là a été distribuée peut-être par le camp du oui mauvais perdant, je ne sais pas, mais on voit très bien que quand les gens s'intéressent à un sujet, leur avis change. Oui, mais enfin, en même temps, vous oubliez quand même un facteur qui est l'oligarchie. C'est-à-dire que l'oligarchie avait intérêt... La radio, France Inter, on vous disait il faut voter oui, 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 à chaque fois, etc. Enfin, je pense que ces gens étaient sincères, je ne veux pas faire de procès, mais je veux juste te dire simplement que sur l'idée de... De toute façon, ça n'a pas été respecté puisque Sarkozy nous a vendu. Donc, Franck a demandé la parole. Oui, alors, pour m'adresser à Philippe, c'est à nous les TLM, puisque tu le prononces comme ça, j'aime pas les abréviations, c'est pas grave. Non, mais c'est de fédérer, dialoguer avec tous les citoyens, puisque nous les TLM, on n'a pas de pression, on est des citoyens libres. Non pas que les élus ne sont pas libres, mais ils sont en liberté surveillée. Hein, j'ai été élu, je sais de quoi je parle. Tous les citoyens de rapporter la parole, de dialoguer avec les autres citoyens. Le terme les gens, je ne l'emploie jamais parce que c'est un terme générique. Si on dit que les gens sont tous des cons, on se met dedans. Et je préfère dire 95% c'est des cons, moi je suis dans les 5% qui ne sont pas cons, comme tous parmi nous. Voilà. Donc les gens, j'aime pas, c'est trop vaporeux. Je suis sûr, là j'emploie le jeu, que des citoyens, et y compris de mon côté j'en suis sûr, vont nous questionner sur le but de notre réunion, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais ils n'y viendront pas. La dernière fois j'ai bien traîné mon beau-frère, quand Hubert, l'ancien des RG, est venu, il a fallu que je le traîne. Il m'a dit, je ne reviendrai plus jamais à une de tes réunions, c'est pas une réunion, c'est une causerie, parce que c'est trop prenant. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ce qui se dit là, par les intervenants et par le public, puisque nous sommes le public. Voilà. La deuxième partie, c'est quand l'obéissance
va contre l'intérêt du peuple, la désobéissance est obligatoire, que vous soyez élu ou non. Hein. Et la dernière phrase que je vais vous dire, l'homme il est fait, là c'est Joe, je sais qu'il va essayer de me reprendre, hein. Il y a deux sortes d'individus, il y a les bienveillants et les malveillants. On peut être malveillant à une certaine partie de la journée, bienveillant à d'autres parties. Mais quand on va vers la bienveillance, on arrive à démonter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Ça y est, je laisse la parole aux autres. J'ai trop de choses à dire. Je peux Je voudrais faire un petit témoignage sur le tirage au sort. On est une coopérative où, au sein du conseil coopératif, on tire un membre au sort parmi les bénéficiaires actifs. Donc, donc ça se passe à l'Assemblée générale, on regarde dans la liste des membres à jour, etc., qui ont le droit de vote. Et on en tire une dizaine sur environ 400 sociétaires bénéficiaires. Et quelquefois ça se passe bien, on trouve dans la liste une personne qui est intéressée. Quelquefois la personne est intéressée mais elle va venir à 2-3 réunions puis elle va vite abandonner et on a du mal on n'en trouve pas d'autres. Et puis quelquefois on trouve personne. Donc peut-être qu'on ne prend pas assez de gens dans les tirés au sort, il faudrait peut-être en tirer 40 au sort pour être sûr de trouver quelqu'un. Mais donc on s'en sort toujours parce qu'on a la possibilité de coopter les gens et on finit par trouver des gens qui sont intéressés. Mais c'est parce que c'est vrai que c'est un réel investissement. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez que les personnes peuvent bien donner leur avis, mais de là à participer activement, avoir une réunion les 2 semaines, enfin voilà, prendre des décisions qui sont engageantes, ça devient plus compliqué. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres expériences de tirage au sort, qui moi ça m'intéresserait d'en entendre, mais je trouve que c'est pas si évident que ça le tirage au sort. Je vais répondre là-dessus. Dans les villes qui ont fait cette expérience de tirage au sort, ils allaient dans les quartiers, ils avaient tiré au sort non pas des personnes mais des quartiers en fait, et ils allaient par exemple dans un immeuble. Si l'adresse qu'ils avaient, parce qu'ils partaient d'une liste d'habitants effectivement, mais si la personne qui était tirée au sort n'accepte pas, ils allaient voir le voisin tout simplement, de façon à arriver quand même à un nombre de tirés au sort qui seraient des gens volontaires, qui seraient d'accord, je veux dire, pour participer aux décisions concernant la commune. Donc c'est possible d'avoir ça. Et en fait, la réaction qui est rapportée, alors ça je vous conseille d'écouter également Fréquence Commune parce qu'ils font des podcasts très intéressants sur toutes ces expériences. La réaction, c'est que bien souvent les gens ils sont extrêmement contents qu'on vienne leur proposer ça parce que jamais on leur a proposé. Donc c'est quelque chose qui est possible à faire, je pense. Il y a moins de corruption aussi. Hein. Oui. Oui, excuse-moi. Oui. C'était sur Jean-François ce que tu disais. Moi, j'ai vécu la campagne référendum des deux sur l'Europe, en fait, 1992 et 2005. C'était du concret. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les Français ont répondu vraiment aux questions posées. C'était pas contre Mitterrand en 92, pas contre Chirac en 2005. En 92, hélas, on a voté oui de justesse. En 2005, on a voté largement non. Mais le problème, ce que tu disais tout à l'heure, la démocratie, référendaire, c'est voter contre telle personne, c'est l'oligarchie qui répand ce discours depuis 20 ans, depuis que ça a eu lieu. Et surtout, quand il y a eu le problème de la réforme des retraites en 2023, on s'est dit, on pourrait se poser la question. On disait, bah non, les gens, ils vont pas voter pour la question, ils vont voter contre Macron. Alors qu'ils auraient tout si bien été capables de s'approprier du sujet comme ils ont su le faire sur la question européenne et de répondre à la question posée. Ils auraient sans doute voté contre la réforme de Macron, mais ce n'était pas à cause de Macron, c'était le contenu de ce qu'il proposait, de travailler plus pour avoir moins de retraite. Voilà. Merci.
Non, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean. Simplement, c'est un fait. Mais ce que je soulignais simplement, c'est que dans notre imaginaire, on ne l'a pas. Et le mettre, peut-être comme le fait Claude, parce qu'il y a des fois, on le montre bien, on vote sur des sujets et pas contre des personnes. On ne vote pas contre Claude quand ils ne sont pas d'accord. Et je pense que c'est aussi ça l'intérêt de pouvoir le montrer à des initiatives au niveau du municipal sur des choses assez concrètes pour montrer que c'est possible et de gagner en maturité, je pense, sur ça. Parce que c'est le terme que j'utilisais de maturité démocratique, c'est ce qui s'est passé en fait dans ton village. C'est un cas de maturité démocratique. Il est farfelu, et en fait, vous voyez, ça fonctionne comme ça. Et on vous pose, vous répondez à une seule question, et puis à cette question-là, vous êtes capable d'y répondre. C'est sûr qu'il y a un équilibre à trouver entre une démocratie représentative nécessaire pour gérer des choses courantes, comme tu le fais, comme tu l'as bien signalé. Sauf que pour dire on va changer la photocopieuse, ça ne va pas forcément intéresser les gens. Mais sur des grandes orientations, de pouvoir avoir ce vote-là, puis ce système-là, c'est ce que les gens demandent, mais ils n'ont pas l'impression que c'est possible. Et je pense qu'on n'a pas la maturité dans notre imaginaire pour se rendre compte que c'est possible. Parce que moi, je ne pense pas forcément qu'il y ait des gens qui soient, enfin, il peut en avoir, mais de façon globale, très mal intentionnés dans les élites ou quelque chose comme ça, pour pas qu'une démocratie directe existe au niveau local. C'est simplement qu'il y a un imaginaire commun qui est là, dans la tête des gens, et même entre nous, quoi. On est très vite pris dans ce truc. On va voter pour une personne parce que c'est cette personne-là qui doit le faire. C'est sûr qu'il y a des problèmes de confiance. Aussi, et puis mais je pense, et puis de peur. Je pense qu'en fait, simplement, il y a aussi, il y a aussi une peur. Franchement, la peur, ça c'est quelque chose qui existe aussi chez, on va dire entre guillemets, l'élu, peut-être dictatorial, qu'on pourrait décrire comme ça. C'est de se dire, si jamais les gens ils votent contre ça et contre ma proposition, la prochaine étape, c'est de me mettre dehors, quoi. Et c'est par un manque de dialogue, par une peur entre les personnes. Ça, c'est assez présent, je pense. Pour avoir fait partie, président d'associations, CAF, etc., je peux dire que les relations avec les élus, les maires, en Rosny-sous-Bois en particulier, en région parisienne, c'est pas vraiment facile. Et une arme absolue, c'est supprimer les subventions aux associations, quand même. Donc il y a un problème de pouvoir qui est quand même assez déséquilibré. Et effectivement, l'élu, à l'époque M. Pernès, il avait peur qu'il y ait une opposition qui s'organise. Mais l'opposition, c'est la proposition aussi. Soit on écoute, soit on n'écoute pas. Alors, la plupart du temps, les élus n'écoutent pas. Alors, la preuve. Deux, trois petites remarques. C'est vrai que la démocratie, ça a toujours été bancal. C'est un constat sociologique, ça. Donc, c'est pas évident. Et donc, par rapport, parce qu'on est dans une soirée Gilets jaunes, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, le Jupiter de service, donc le numéro 1 français, en fait, ne gouverne pas les Français, il les soumet. On est soumis, quoi. On est dans une soumission verticale, exponentielle, quoi. Et je voudrais citer au moins 2-3 dénis de démocratie, juste pour prendre la parole vite fait. Les cabines téléphoniques. On n'a rien demandé au peuple parce que, moi je fais de la résistance, j'ai pas de portable et donc je consommais les cabines téléphoniques et là c'est un déni de démocratie, rien n'a été demandé à la population, ça c'est, je ne vais pas m'étendre. 2, le nucléaire, c'est un déni de démocratie, il y a eu 0 référendum, on n'a jamais rien demandé depuis les années 50 à la population non plus, voilà, et puis
Et puis, bon, ça continue, quoi. Les démocraties, il y en a, de la cabine téléphonique au nucléaire, ça n'arrête pas, quoi. Le seul référendum qu'il y a eu, on n'a pas tenu lieu, je ne sais plus, en 2005, là, qui a été cité, à 52%, on a voté contre. Alors, et puis, je voulais simplement juste terminer, parce que le tirage au sort, ça a ça de positif, c'est que ça défavorise la corruption du pouvoir, puisqu'on parle du pouvoir, et donc... c'est une pathologie de l'espèce humaine, hein, tout le monde le sait, quoi. À partir du moment où on a un peu, on en veut toujours plus. C'est pour ça que bravo Claude pour la démystification des enjeux de pouvoir et de déléguer le pouvoir au peuple, quoi. Enfin, en gros, c'est ça. Donc ça, c'est complètement démocratique, quoi. Voilà. C'était juste pour prendre un peu la parole et puis. Je pense que ça serait bien que Jean-François puisse exposer son projet, parce qu'il est tard déjà. Parce que moi, je me suis posé la question du RIC. En fait, comment c'est né cette histoire-là? Ça a été une question pratique. J'étais avec des amis, on s'est posé la question, oui, c'est très bien, mais comment on fait? Parce que le RIC, c'est quand même quelque chose qui... Les gilets jaunes, on va dire, c'est ça qui l'a mis un peu en lumière, mais ça fait à peu près 7 ans quasiment, là. Et ça continue de hanter les programmes politiques, les envies dans la société, puisque si on regarde par exemple dans des boîtes à outils de partis qui proposent des outils démocratiques à mettre en place dans les municipales, ils mettent le référendum, une année ils mettent RIC, une année ils mettent référendum local, c'est ce que je vais présenter un petit peu, consultation, et pour animer un peu tout ça, et puis je me suis posé la question de comment on fait, et est-ce que je pourrais faire un RIC dans ma commune? C'est-à-dire que faire des vrais référendums qui comptent et qui marchent, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Pour une question... c'est assez intéressant qu'on s'intéresse au sujet parce que vous avez un article si vous faites un RIC vous l'instituez juridiquement dans votre commune, par exemple, tout de suite là, il y a un Conseil d'État et c'est brisé parce qu'il y a un article dans la Constitution 72 de mémoire, qui dit qu'une commune s'administre par son conseil municipal. Ça, c'est assez intéressant parce que, pour le meilleur et pour le pire, parce que ça aussi pour sacraliser le rôle de la commune, mais ça montre que, c'est l'exemple de Claude, c'est que si on veut mettre en place des choses, c'est possible, mais ça doit d'abord être une volonté des élus, une volonté des citoyens. Et c'est là aussi, Claude, c'est super intéressant que tu sois là parce que tu montres des exemples concrets. C'est Jean-Paul qui a dit que tu étais un farfelu, c'est ça? Jean-Claude, pardon. Et des farfelus, c'est vrai qu'on passe pour un farfelu parce qu'on pense que c'est pas possible. Et c'est pas possible d'un point de vue technique, mais c'est pas possible d'un point de vue institutionnel. Mais si on a la volonté, et je pense que c'est d'abord une histoire de volonté de pouvoir le montrer, ça peut marcher. Et en suivant un peu ça, j'ai un pote qui est juriste, on a regardé un peu les textes, de qu'est-ce qui existe, comment ça marche. Et beaucoup de gens étaient intéressés par la question, et on ne savait pas forcément comment faire. Et du coup, j'ai travaillé un peu le sujet en me rendant compte que c'est possible à faire si on a la volonté politique de le faire, parce que c'est d'abord une histoire de volonté. Et l'idée, ça a été, en discutant dans des réseaux, avec des gens qui vont se présenter ou qui sont déjà élus, de créer une petite charte qu'on va mettre en ligne, où on dit, c'est simple, s'il y a 10% un seuil maximum de 10% des gens des votants, qu'il faut une pétition en demandant qu'une question soit soumise à référendum local, je vais présenter l'outil, on le met en place. Et l'idée, c'est quoi? C'est de créer un seuil démocratique minimum dans les communes. Parce qu'il faut tout. Il faut des conseils de quartier, il faut trouver les bonnes formules, mais c'est de créer un peu cette idée-là. Et d'utiliser des choses qui existent dans la loi. C'est le référendum local, parce qu'il ne fallait pas passer pour des farfelus, parce que dès qu'on commence un peu à sortir des cercles de convaincus un peu militants, oui, on passe pour des farfelus, les gens me disent, oui, mais
enfin, c'est quoi, on va faire ça, bon, il y a tous les emmerdeurs qui vont venir nous faire des pétitions, je sais pas, pour le vélo, pour des choses comme ça. Et il faut présenter quelque chose de pratique. Et il existe en fait dans la loi la possibilité de faire des référendums locaux pour sa commune. C'est dans le code des collectivités, code général des collectivités territoriales. C'est un véritable outil. Alors, et qui est assez intéressant parce que c'est vrai qu'il y a la question, on s'est posé la question pour le mettre en place sur une grosse commune. C'est peut-être compliqué à Paris, oui. Mais cet outil-là, c'est quoi? C'est que si c'est à l'initiative du conseil municipal, mais sur un sujet dont la commune c'est une de ses compétences, on peut organiser un référendum, s'il y a 50% de taux de participation, le résultat du référendum est appliqué, sans qu'il y ait un passage par le conseil municipal. C'est-à-dire que voter va servir à quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup en travaillant un peu sur le sujet, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui disent, des communes, qui disent, on fait un référendum. Alors, on fait un référendum sur l'éclairage public. Sauf qu'en fait, ce qu'ils appellent référendum sur l'éclairage public, c'est une consultation citoyenne. Vous avez le droit de faire une consultation, une consultation des habitants. C'est un outil, c'est un outil juridique qui existe. Vous pouvez faire une consultation, c'est-à-dire que vous demandez l'avis aux gens. Vous dites, voilà, est-ce que vous êtes pour, je ne sais pas, l'installation d'un site d'enfouissement de déchets nucléaires dans votre commune? Non. Très bien. Et bien vous avez dit non. Vous avez voté non. Mais finalement, ça peut être oui à la fin. Alors que parce que c'est une simple consultation. Mais là, l'outil du référendum local, c'est un véritable outil, et c'est un véritable référendum qu'on peut mettre en place. Qui existe. Qui existe juridiquement. Tu mets référendum local, code des collectivités territoriales, tu verras, tu as les articles de loi qui t'expliquent comment ça fonctionne. Alors je peux vous présenter comment ça fonctionne. Pour que ça soit validé, il faut que ce soit qu'il y ait 50% de taux de participation à l'élection. Il faut que ce soit quelque chose qui concerne les compétences de la commune. Effectivement, si vous demandez un référendum local sur l'arrêt de la guerre en Ukraine, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est inscrit dans le calendrier électoral, c'est une élection réelle, quoi. Et avec, malheureusement, quelques inconvénients, parce qu'on ne peut pas le faire en même temps qu'une élection présidentielle, où il y a des restrictions de ce point de vue-là. Mais c'est quelque chose qui existe réellement, quoi. Mais il faut l'accord du conseil municipal. C'est le conseil municipal qui l'initie. Ensuite, la préfecture peut le refuser si c'est illégal ou qu'il y a prise illégale d'intérêt. C'est-à-dire que juridiquement, il faut que vous soyez carré. Il y a une clause un peu de compétence dans le référendum local qui fait que si vous présentez quelque chose qui n'est pas légal, vous ne pouvez pas le faire. S'il y a une prise illégale d'intérêt, que c'est reconnu comme une prise illégale d'intérêt, ça ne marche pas. Ça veut dire que des gens peuvent, si on le met à la disposition des gens, vous allez proposer ça avec un outil qui est pas du bricolage. Vous voyez, c'est aussi ça l'avantage. Qui fait que ça ne va pas être du bricolage et que vous allez pouvoir proposer des orientations réelles pour la commune. Et aussi, je pense que c'est un outil qu'il faut qu'on apprenne à utiliser dans ce gain en maturité politique, qui est que pour des grandes orientations, l'utilisation d'un référendum local peut être intéressant. Parce que en parlant un peu dans des cercles de convaincus et de personnes c'est pas la première fois que je présente un peu l'idée, les gens me disent oui, c'est pas mal, ça je le mettrais bien dans ma commune, mais ce qui me gêne un peu, c'est que une fois que je suis élu, alors oui, il faut que j'attende 6 mois avant de pouvoir en faire un, mais je ne sais pas sur quel sujet je pourrais faire un référendum local dans ma commune, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et c'est là aussi où je pense que cette initiative-là, elle ne doit pas être vue comme vraiment
quelque chose qui pourrait se mettre en place pour être utilisé tout de suite, mais comme un mécanisme qu'on peut mettre en place dans nos communes, en disant que peut-être que dans 5 ans, dans 3 ans, quand Amazon va faire une proposition pour installer un grand entrepôt juste derrière, à la place d'une forêt de la commune, bah peut-être que là on pourrait faire un vote pour le trancher tous ensemble. Et comment ça s'articule au niveau des communautés de communes? Parce qu'aujourd'hui, c'est les communautés de communes qui, en gros... Alors, c'est aussi l'intérêt que ça peut avoir, parce que c'est que les communautés de communes, il y a des compétences qui leur sont propres, mais on délègue. Et chaque communauté de communes est un peu unique, puisqu'on délègue des compétences communales à la communauté de communes. Et je pense aussi que ça peut être intéressant à mettre en place dans une commune, parce que comme vous êtes dans une communauté de communes, vous déléguez des compétences, puis la communauté de communes arrive, dit bon ben voilà, nous on est, il y a 20 communes, et puis on a décidé qu'on allait mettre ça chez toi, et puis il y a un vote entre les 20 communes, les gens ne sont pas d'accord dans ta commune, mais on te l'impose. Il ne faut pas oublier que ça reste une compétence de la commune. Et ça, si les électeurs, si vous pouvez voter, vous, en tant qu'habitant, pour avoir alors ça, vous pouvez l'imaginer de différentes façons. Alors ça peut être dans un rapport de force, mais aussi dans la façon où vous réappropriez simplement les compétences de votre commune et de passer outre un peu tous ces petits arrangements. Mais il faut faire, je l'apprends, mais il faut faire juste un petit peu attention, c'est que ça demande de savoir se renseigner aussi sur les sujets qui sont valables ou pas. Parce que là, je pensais au cas de l'éolienne. Il me semble que si c'est une... Alors la règle, c'est que si vous avez plus de 6 éoliennes, ou si elles font plus de 25 mètres, en dessous, c'est la commune qui décide. Au-dessus, c'est la préfecture, c'est l'État. Donc vous voyez, par exemple, il y a des petites subtilités à apprendre, mais il faut avoir ça. Sophie? Oui, la possibilité d'instruire un référendum d'initiative citoyenne locale existe aussi au niveau de l'intercommunalité. Oui. Simplement, les taux de participation, enfin de signature sur la pétition qui demande le référendum ne sont pas les mêmes, c'est tout. C'est une question de chiffres. Alors en fait, oui et non, parce que le référendum local, on ne peut pas faire un RIC, comme je vous ai dit à l'article sur la Constitution, vous ne pouvez pas faire légalement un RIC. C'est-à-dire que ce seuil que je propose de maximum 10%, c'est un seuil un peu arbitraire. Ah ben c'est ce qui est dans la Constitution. C'est-à-dire que tu as un seuil pour les communes et un seuil pour les intercommunalités pour pouvoir interpeller les élus. Ah, pour interpeller. Voilà. Oui, et donc c'est possible de le faire. Oui, interpeller les élus, oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait là, ce que je répondais. Non, pour interpeller, oui, tu peux toujours interpeller. Mettre la question à l'ordre du jour, c'est de ça que je Et parlais. après, soit le maire, si c'est dans une commune, soit les élus communautaires pour une intercommunalité décident effectivement s'ils mettent en place ce référendum. Ils peuvent décider de le faire. Ils peuvent décider de le faire. Après, moi, voilà, ce que je dis, c'est que pour ne pas paraître être des farfelus, il faut qu'on puisse aussi montrer qu'on utilise des choses qui existent, des outils qui existent réellement dans la loi, et on peut le faire au niveau d'une intercommunalité. Après, c'est aussi cette question du 50% de taux de participation. Je pense que dans une commune, c'est largement jouable, puisque c'est à peu près le taux de participation aux élections municipales. On est largement au-dessus des 50 hors période Covid dans beaucoup de communes. Au niveau d'une intercommunalité, ça peut jouer aussi, mais toujours en étant un peu... Vous voyez, mon idée, c'est d'être dans le cadre de la loi et pas de proposer un espèce de bricolage où on utilise des consultations d'habitants et qu'on va appliquer. Là, moi, je pense que la possibilité de mettre à disposition cet outil-là, il n'est pas forcément pour une vie démocratique quotidienne, mais pour une vie démocratique un peu exceptionnelle, ou sur les grandes questions
on peut avoir un peu voix au chapitre, et aussi l'utilité du référendum local, je pense, en le mettant un peu à disposition de la population, c'est de pouvoir aussi désamorcer les situations de tension dans une commune, un peu de crise, parce que au moins là la question serait tranchée, parce qu'on a des fois, moi c'est un truc qui existe, pour en témoigner, c'est que quand il y a une affaire de clans qui commence un peu à s'affronter, ou d'intérêts qui s'affrontent dans une commune, ça y va de la petite phrase, d'un petit affrontement, et il n'y a pas moyen de trancher en disant oui, mais moi j'ai rencontré 10 mecs la semaine dernière, ils m'ont tous dit que j'avais raison, et l'autre il dit ouais, moi j'en ai rencontré 11 et ils ont dit que c'est moi qui avais raison. Donc tu vois, c'est 10 contre 11 sur une commune de 2500 habitants, ça peut pas être forcément top. Alors que là, en mettant un outil légal qui impose que tout soit dans les clous et qu'on le tranche par un vote, ça peut être aussi un outil d'apaisement des relations de la vie dans une commune. Ça m'intéresse prodigieusement ce que tu dis, parce que dans ma commune, en fait, on triche. C'est-à-dire que l'Assemblée citoyenne, elle n'a aucune existence légale, aucune valeur juridique. On la consulte, et après, la faiblesse de notre système à Ménilmontant, c'est que ça repose sur un engagement moral des élus du conseil municipal. Si demain, nous, au conseil municipal, on décide d'aller contre la décision de l'Assemblée, légalement, c'est notre droit. Simplement, moralement, c'est inacceptable, mais on sait bien que la morale et la politique ne font pas toujours bon ménage. Et d'ailleurs, on a un conseiller municipal qui a arrêté d'être au conseil parce qu'il a dit, moi, je peux pas. Et je croyais pouvoir, mais je peux pas. Il est parti. Il ne participe plus aux réunions du conseil parce que c'était trop dur pour lui de voter en conseil municipal pour ce qu'avait dit l'Assemblée. Et il avait signé l'engagement comme nous tous, mais il est parti. Du coup, je me dis, cette faiblesse-là, elle pourrait être compensée par le référendum qui, lui, serait légal. Si c'est bien, on parle bien d'une compétence communale, et même d'ailleurs, si l'Assemblée, nous on l'a prévu dans notre règlement, si l'Assemblée citoyenne, si la minorité estime que l'Assemblée n'était pas suffisamment représentative, qu'il n'y avait pas assez de monde, ou que tous les arguments n'ont pas employé, déjà, on a prévu un article pour qu'on puisse revenir sur la décision, ça s'est présenté une fois, mais on a prévu aussi que, sur demande de 30 habitants, on pouvait organiser un référendum local sur la question. Alors, moi, je découvre qu'il peut y avoir une légalité systématique du moment que le projet... C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, parce que je me dis, si demain... ou même si nous, les conseillers, on n'est pas très au clair, ou si on se dit, ouais, là, l'Assemblée, elle a voté ça, mais on n'était que 30, je sais pas, et du coup, on peut dire, s'abriter derrière le résultat, on organise ce référendum-là pour vérifier que la population est bien d'accord, ou pas.